7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Dans les prochains jours, les dépouilles de 6 soldats tombés à Dien Bien Phu vont être rapatriées en France depuis le Vietnam. Un symbole fort alors qu'il y a tout juste 70 ans se déroulait la dernière bataille de la guerre d'Indochine. L'Incorrect revient dans son numéro d'avril sur cet affrontement dantesque entre les forces du corps armé expéditionnaire français et les divisions communistes du général Giap. Affrontement qui se soldera par une défaite de la France et sonnera le glas de sa présence en Asie. 70 ans après, quel regard porter sur cette bataille mythique au cours de laquelle l'armée française a gravé une nouvelle fois son héroïsme en lettres de sang dans le marbre de l'histoire? Peut-on voir de la grandeur dans cette défaite? Pourquoi le courage des héros de l'Indochine n'est-il pas célébré dans les manuels d'histoire ou au cinéma? Quelle mémoire garde-t-on des milliers de soldats français tués ou emprisonnés en Indochine? Pour répondre à ces multiples questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 journalistes ayant rédigé le solide dossier paru sur le sujet dans le dernier numéro de l'Incorrect, Ange Japinot, Rémi Carlu et Vendry de Guerpel. Bonjour à tous les 3. Bonjour Liselotte. Bonjour. Alors tout d'abord, pourquoi avoir fait le choix de publier ce dossier sur Dien Bien Phu, outre le fait que nous commémorons donc les 70 ans de cette bataille? Ange Japinot. Je pense qu'un aspect fondamental, c'est qu'effectivement cette bataille a été oubliée et qu'aujourd'hui elle ne vit pas dans la mémoire collective. Et donc c'était une manière de rendre hommage à ces plus de 2000 soldats français quand même qui sont morts à l'occasion de la bataille. Donc voilà, c'est une manière de faire vivre la mémoire d'un événement oublié. C'était très important pour nous. Ouais, un numéro d'hommage donc. Alors vous écrivez que la bataille de Dien Bien Phu commence comme beaucoup d'histoires tricolores avec les erreurs du commandement et finit avec l'héroïsme des soldats. Le sort de la bataille de Dien Bien Phu et celui de la guerre d'Indochine étaient-ils déjà scellés à l'hiver 53 lorsque les prémices de la bataille se faisaient sentir? C'est toujours compliqué dans une démarche d'historien de dire qu'on pouvait savoir ce qui allait se dérouler. L'histoire est toujours chaotique. Ce qui est sûr, c'est que vu, on va dire, le rapport de force qui existait, et notamment vu le soutien très important apporté par la Chine communiste au Viet Minh, la situation était très défavorable à la France. Et par des erreurs du commandement, il y a un véritable flou par rapport à l'installation du camp de Dien Bien Phu. En fait, on ne sait pas quand l'opération Castor, donc qui est l'opération qui lance la mise en place du camp en novembre 1953 arrive. On ne sait pas si ce camp va être un camp défensif, un camp retranché ou un camp qui va permettre de mener des opérations offensives. Et en fait, ce flou stratégique, effectivement, n'a pas mis les forces françaises dans les meilleures dispositions. D'autant plus qu'il y a eu une erreur fondamentale aussi, qui a été celle de penser que les Vietnamiens ne pourraient pas acheminer d'artillerie dans les monts qui entourent en fait le Dien Bien Phu. Comme chacun sait, c'est une cuvette, une plaine qui est entourée de montagnes. Et en fait, on pensait, le commandement français, pensait que les Vietnamiens ne pourraient pas acheminer d'artillerie sur ces montagnes qui auraient été trop difficiles d'accès. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Il y a eu une énorme mobilisation de la population vietnamienne qui était vraiment contrôlée par le Viet Minh. Et donc, ça a permis aux Vietnamiens d'acheminer une artillerie très lourde, des canons de 155 mm, c'est des choses très, très, très puissantes. Et donc, c'est vrai qu'à l'hiver 53, le rapport de force est très défavorable aux Français. Mais ça ne veut pas dire que la bataille et la guerre auraient forcément été perdues. L'histoire est toujours plus chaotique. Alors justement, vous expliquez que cette bataille aurait pu ne pas marquer la fin de l'Indochine française, au regard notamment de l'importance du contingent français présent sur place. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le Dien Bien Phu ne signe pas la fin du potentiel militaire français au Vietnam. C'est-à-dire que, en gros,
la zone la plus importante, enfin la zone qui est l'enjeu de la guerre d'Indochine, c'est le delta du Tonkin, c'est-à-dire c'est le nord, donc c'est au nord du Vietnam, c'est la zone utile, c'est l'Indochine utile, c'était le terme utilisé. C'est en gros la zone où il y a voilà, où, notamment le potentiel agricole le plus important. Et en fait, cette zone du delta du Tonkin, pas là où se Ah, coule, donc c'est pas là. il faut que vous restiez plus centré, je crois, par rapport à votre micro, parce qu'on vous entend moins bien et C'est on vrai, était accroché à vos lèvres. désolé. Vous m'entendez là? Oui, c'est mieux, merci. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la bataille de Dien Bien Phu, elle se déroule à la frontière du Laos. Donc, c'est par rapport au Tonkin, c'est à l'ouest. C'est une zone assez excentrée. Et voilà. Et donc, effectivement, une partie du corps expéditionnaire est tuée et fait prisonnier à Dien Bien Phu. Et notamment des troupes d'élite, des paras et la Légion, mais la majorité du corps expéditionnaire français tient toujours l'Indochine utile, le golfe du Tonkin, qui est vraiment l'enjeu de la guerre. Mais en fait, c'est plus une défaite psychologique d'Dien Bien Phu qu'une défaite d'anéantissement d'un point de vue militaire. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, après la bataille de Stalingrad, l'Allemagne, elle a vraiment perdu ses meilleures unités et c'est très difficile pour elle d'un point de vue militaire. Elle a vraiment subi une défaite militaire. Là. Mais la France, c'est pas le cas à Dien Bien Phu. Seulement, quand on conjugue cette défaite à la volonté déjà chancelante de défendre l'Indochine, eh bien, effectivement, ça aboutit à la conférence de Genève et ça aboutit à des demandes de négociation. Mais c'est l'aspect psychologique de cette défaite Mm. qui est le. Alors, Ange Japineau, on vous retrouve dans un instant et puis on va donner la parole aussi à Vendry de Guerpel et Rémi Carlu. Mais tout de suite, il est 8h et c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Ligne droite, Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. la table ronde. Alors, Vendry de Guerpel, je me tourne vers vous. À l'issue de la défaite, 12 000 soldats français sont faits prisonniers. Ils vont connaître le calvaire de la marche forcée vers les camps du Viet Minh, dans lesquels 8 000 d'entre eux trouveront la mort. Alors, Vendry de Guerpel, pouvez-vous nous expliquer comment une telle horreur a pu avoir lieu à l'époque, sans réaction manifeste du gouvernement français ni de l'opinion publique ? Eh ben ouais, Liselotte, le 8 mai, après d'intenses combats, le cessez-le-feu est annoncé par le général de Castres qui commande le camp de Dien Bien Phu. Et les soldats, eh ben, en fait, le calvaire des soldats ne fait que commencer parce que effectivement, pour ceux qui ont survécu à la bataille, ils vont devoir rejoindre les camps Viet Minh qui sont à peu près à 800 km, donc 40 jours de marche. Et ils vont le faire pieds nus parce que on leur a enlevé leurs rangers et pour rejoindre leur camp de détention qui sont perdus dans cette jungle indo-chinoise où le climat est vraiment compliqué. Et il fait vraiment très humide, chaud et humide, donc les treillis des soldats sont imbibés de sueur et de poussière. Ils marchent sur des routes boueuses, et alors ils marchent en colonne, c'est les grandes colonnes des prisonniers. Et effectivement, seuls 3300 d'entre eux refouleront la terre métropolitaine et retrouveront leur foyer. Et peu importe l'état des soldats au lendemain de cette guerre, qu'ils soient dysentériques, amputés, malades ou autres, ils vont tous marcher. Et après, ils vont se retrouver dans les camps. Donc ils vont vivre plusieurs mois dans ces camps. C'est dans des conditions qui sont atroces. Et je pense que pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent un peu comment était la vie là-bas, dans ces espèces de goulags un peu vietnamiens, eh ben, j'ai retrouvé le témoignage d'un jeune lieutenant qui écrit dans ses mémoires: avec notre maigre ration de riz, nous nous couchions évidemment avec la faim. Ce moment de la journée, je le souhaitais, mais paradoxalement, je l'appréhendais aussi, car les insomnies dues à la faim, à la gale, au beriberi, aux parasites, et surtout à la dysenterie, m'empêchaient de me relaxer, non pas physiquement, mais psychiquement, comme la plupart des êtres devant le danger, je me réfugiais dans la prière. En fait, il faut comprendre que leur journée était rythmée par du travail manuel, mais aussi par des cours et des séances de propagande et d'endoctrinement par des tortionnaires. Il y avait aussi énormément de tortures que faisaient les Vietnamiens. Et il y a par exemple, moi je le parle dans l'article, il y a l'enclos à buffle. Alors je sais pas si vous connaissez cette torture ou pas. Non, l'enclos à j'ai lu buffle. l'article, donc oui, mais... C'est en gros l'idée consiste à attacher des hommes des jours et des nuits durant au milieu de la vermine jusqu'à ce que la folie s'empare d'eux.
On les inonde de matière fécale, on les bat, on les laisse se faire mordre par les porcs et écraser par les buffles. Les Vietnamiens sont connus pour être de redoutables tortionnaires. Et moi, j'ai lu pour cet article Par le sang versé, qui est le livre de la Légion étrangère au Vietnam, écrit par Paul Bonacker. Et il expliquait justement qu'en fait, tous les soldats français préféraient mourir qu'être capturés, parce qu'après, ils allaient être torturés. Et donc, ils avaient toujours une dernière balle dans leur giberne pour se donner la mort si la situation était catastrophique. Alors justement, le gouvernement français avait connaissance de ces conditions, pourtant il a assez peu réagi. Donc c'était ma question, pourquoi ce manque de réaction ? Je crois que, en fait, je pense que la situation était assez délicate, en fait, des situations des prisonniers. La guerre s'est terminée assez tard. Et effectivement, il y a eu de longs mois entre la fin de la guerre et le début des libérations des prisonniers. Rémi Carlu, je me tourne vers vous désormais. La guerre d'Indochine et la bataille de Dien Bien Phu en particulier se sont jouées sur 2 fronts. Non seulement au Vietnam, contre les divisions communistes du général Giap, soutenues par la Chine et l'URSS, mais également en France, où les communistes français, nombreux et influents à l'époque, militent et agissent pour accélérer la défaite du corps expéditionnaire français. Alors Rémi Carlu, la guerre d'Indochine aurait-elle pu être gagnée sans l'intervention de cette 5e colonne ? Alors, c'est une bonne question, puisqu'il y a évidemment la dimension stratégique et militaire qu'on abordait tout à l'heure et qui évidemment n'est pas liée au travail de la propagande communiste. Mais effectivement, du point de vue du travail de l'opinion en France, il y a des choses qui auraient pu se passer de manière un petit peu différente, puisque comme vous vous en doutez, le Parti communiste français, par le truchement de Moscou et de l'Internationale rouge, c'est de fait retrouvé du côté de nos adversaires. Alors ça a pris un petit peu de temps, puisque au départ, au sortir de la guerre, vous savez, les communistes sont dans le gouvernement. Et donc le parti des 10-75 000 fusillés, si vous voulez, c'est de trouver une position un petit peu ambivalente en essayant d'utiliser une forme de réel politique. Et puis au fur et à mesure, notamment au moment où ils sortent du gouvernement en mai 1947, ils prennent petit à petit très clairement une position contre ce qu'ils appellent la sale guerre. Alors là, il y a plusieurs choses à différencier, si vous voulez. Il y a un débat intellectuel et politique qui est tout à fait légitime, comme pour toute question qui peut se présenter à une assemblée et à un gouvernement. Même si c'est déjà plus compliqué, évidemment, en temps de guerre, et quand il s'agit de délégitimer cette guerre, puisque ça travaille, évidemment, l'opinion. Mais ce qui est plus grave, à mon avis, avec les communistes français, c'est qu'il y a une forme de collaboration indirecte et directe avec l'adversaire. Allez-y. Oui. Alors, si vous voulez, il y a une grande affaire, c'est l'affaire Henri Martin de 1950, qui est vraiment une très grande bascule, notamment dans la mémoire à gauche, qui est un ouvrier, si vous voulez, qui va notamment tracter contre la sale guerre à l'arsenal de Toulon, et qui se fait arrêter par les autorités françaises. Et donc ça devient une sorte de nouvelle affaire Dreyfus qui est montée par la gauche française. Ça devient la nouvelle victime. Il y a toute l'intelligentsia communiste qui se met en branle, le plus connu étant évidemment Jean-Paul Sartre. Et donc toute cette bataille intellectuelle a pour relais en France des actions qui là sont vraiment condamnables au premier chef, qui sont des sabotages. Donc dans tous les ports, on refuse de décharger les bateaux, on saccage les rails pour éviter les approvisionnements. Dans les industries d'armement, on détruit ou on saccage les grenades qu'on vide de leur poudre ou on supprime l'effet retard, on bouche les canons, on détruit les véhicules de guerre aussi qui sont censés être envoyés sur le front. Donc si vous voulez, il y a par les relais de la CGT, en fait, si vous voulez, tout l'appareil communiste est mis en branle, de haut en bas, du travail intellectuel aux ouvriers, si vous voulez, qui sabotent en fait l'effort de guerre. On peut même pas parler d'un effort de guerre français, mais si vous voulez, le peu de choses qui est mis en place pour soutenir les combattants qui sont en train de mourir au front est saboté par des ouvriers communistes. Ça, c'est ce que j'appellerais la collaboration directe. Et puis la collaboration directe, là, ce sont sur les liens organiques entre eux et le Parti communiste et plus globalement la gauche française et le Parti d'Ho Chi Minh, le Viet Minh, qu'on voit notamment, qui se manifeste notamment sur place en Indochine directement de plusieurs manières. Le PCF, par exemple, envoyer en mission des personnages comme Léo Figuère auprès d'Ho Chi Minh pour que quand il revienne en France, il relaie toute sa propagande sur une sorte de Viet Minh d'eau douce et d'eau fraîche, alors que on vient de voir ce qui s'est passé avec les prisonniers, que ce n'était pas tout à fait le cas. On envoie des représentants chargés de conseiller les camarades vietnamiens sur la propagande envers les prisonniers de guerre, des marxistes à Hanoï notamment,
entretiennent pareil des liens privilégiés avec l'ennemi, notamment en les planquant par exemple à Hanoï même. Donc c'est assez terrifiant. Et puis évidemment, surtout la question la plus grave, c'est celle des traîtres, donc c'est-à-dire des gens qui étaient dans l'armée française sur place et qui sont passés à l'ennemi. Donc on estime que c'est une centaine de personnes et qui sont passés à l'ennemi ou pour prendre directement les armes contre la France ou pour travailler dans les camps de prisonniers ou pour travailler pareil à la propagande. Et le cas le plus emblématique étant évidemment Boudarel qui est un cas très très connu d'un professeur qui était à Hanoï, qui est passé en camp ennemi, qui était condamné à mort par coutumance par l'État français et qui travaillait dans des camps de rééducation de prisonniers français, des camps où les conditions de vie étaient tout à fait lamentables. Et lui est revenu en France, il a fait toute sa carrière sans problème, et on l'a simplement épinglé à la toute fin. Donc là, c'est le Dien Bien Phu étant le lieu des ambivalences françaises, si vous voulez, de l'honneur suprême et de la trahison ultime. Les communistes, là-dessus, ont effectivement... plus que fauté, enfin, du point de vue de la patrie française, évidemment. C'est ça semble assez clair, effectivement. J'aimerais revenir sur un point qu'a déjà légèrement abordé Ange Japinot, et pour ça j'aimerais vous parler donc de l'ouvrage de Jean Lartégui, Les Centurions, qui explique comment la guerre d'Indochine et son dénouement ont eu une influence sensible sur le déroulé de la guerre d'Algérie, notamment à propos de la nouvelle vision de la guerre des soldats français ou de leur opinion sur la politique menée par le gouvernement de l'époque. Est-ce que vous partagez ce constat du glissement moral, stratégique et politique de l'armée française au sortir de la guerre d'Indochine? Rémi Carlu, et puis ensuite, en Japinot, je vous redonnerai la parole. Oui, je serai peut-être plus qualifié que moi pour en parler. On l'aborde ce point dans le dossier via un entretien avec Jean-Yves Camus, le spécialiste des droites françaises. C'est assez évident. Moi, il y a une lecture qui m'a beaucoup marqué, c'était les mémoires de Brest d'Élie de Saint-Marc, donc qui était en Indo, qui après est passé en Algérie, évidemment, et si vous voulez, qui était très très marqué par l'abandon des populations locales. Il faut voir que les militaires étaient sur place. Lui explique qu'il va de village en village, il essaye de convaincre les gens d'être aux côtés de la France, d'essayer de les convaincre que la France est leur meilleur protecteur. Et puis du jour au lendemain, il faut partir. Il faut taper sur les mains qui s'accrochent au camion parce qu'on peut pas les rapatrier. Donc il y a un abandon terrible des populations globales et globalement de la promesse française, si vous voulez, puisqu'au départ la colonisation ça a aussi été ça, et de la promesse française vis-à-vis de ces populations. Et c'est exactement ce qui va se passer de nouveau de manière encore plus dramatique en Algérie, puisque là on est de l'autre côté de la Méditerranée, on a beaucoup de Français, on a des liens beaucoup plus proches et organiques, évidemment, avec cette terre. Et c'est le même abandon suprême qui est demandé pour toujours les mêmes raisons. Et donc, évidemment, ça joue beaucoup dans la mémoire des droites françaises, évidemment, de l'armée française, qui mènera jusqu'au fameux putsch des généraux. En Japinot. Oui. En fait, voilà, Rémi a complètement raison. Le sentiment qui est dominant, c'est celui de l'abandon. Évidemment, c'est-à-dire cette impression. Il faut quand même comprendre que la conférence de Genève où a été discutée la fin de la guerre en Indochine, elle s'ouvre le 26 avril, si je ne m'abuse. Alors que 1954, alors que les hommes sont encore en train de mourir. Hein, et la plus grande offensive, l'offensive finale, elle commencera le 1er mai. Donc, il y a cette idée qu'on est en train de mourir pour quelque chose. Je rappelle que la bataille de Dien Bien Phu est quand même la plus grande bataille qui a eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale dans l'histoire. Donc on a cette impression chez les militaires français de mourir pour rien, littéralement pour rien, et qu'il y a une complète dissociation entre le pouvoir politique et le pouvoir et l'armée. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce sont les mêmes régiments qui sont à Dien Bien Phu et qui vont être moteurs dans la rébellion de l'armée au début des années 60. C'est-à-dire que ce sont des régiments parachutistes, ce sont des régiments de la Légion et ce sont les mêmes hommes, c'est-à-dire que ce sont souvent les mêmes hommes, les mêmes officiers qui ont déjà vécu ça. Donc il y a une continuité au niveau des hommes qui se retrouvent et qui vont aller à l'OS. Il y en a beaucoup qui vont aller à l'OS. Je terminerai en disant que les officiers français comprennent ce qu'ils sont en train de combattre aussi à Dien Bien Phu et en Indochine et après en Algérie. C'est-à-dire que eux, ils comprennent la violence de l'adversaire, qui est un adversaire totalitaire. C'est des communistes, ils sont totalitaires. Donc ils comprennent. Et le FLN,
c'était aussi, enfin voilà, quand on voit la violence de traitement des prisonniers français par le FLN, vraiment d'être des enfants de cœur. Et donc, il y a cette conscience de combattre un adversaire très violent et de ne pas, et donc mener un combat légitime et de ne pas être soutenu par le pouvoir politique alors qu'on mène un combat. Alors, l'heure avance, donc on avance aussi en même temps. Aujourd'hui, en France, nombre de rues ou de places Maurice Torres, mais très peu portent le nom du colonel Bijard. Alors, les rares sont d'ailleurs débaptisés une à une. Y a-t-il un effacement volontaire de l'histoire française en Indochine et plus particulièrement des héros de guerre qui se sont distingués dans les anciennes colonies françaises? Rémi Carlu. Oui, sans aucun doute. La mémoire de Dien Bien Phu, comme sur quelques autres événements, si vous voulez, vit aujourd'hui dans une partie de l'opinion française assez politisée, qui est la droite patriotique, qui peut être liée au milieu de l'armée d'une manière ou d'une autre. Mais globalement, il n'y a plus de mémoire collective de Dien Bien Phu. Vous ne verrez jamais un chef d'État ou des politiques en parler ou faire des célébrations officielles pour au moins célébrer ce sacrifice suprême, sacrifice ultime de nos soldats. D'autant que parmi nos soldats, il y avait beaucoup d'étrangers aussi, des contingents étrangers, que ce soit évidemment dans la Légion étrangère, que ce soit des gens issus de l'Empire français, que ce soit des Indochinois directement qui étaient passés du côté de la France. Il n'y aura aucune célébration, et pour une raison assez simple, si vous voulez, c'est que on voit aujourd'hui ce qui est fait de l'anticolonialisme et de toute la réécriture de l'histoire qui est faite de tous ces événements. Donc évidemment, jamais vous verrez l'État français venir célébrer une défaite. Déjà, c'est très français, mais après, pourquoi pas, parce que c'est une défaite qui est glorieuse et d'une gloire inouïe, qui a des tonnes de leçons à nous donner. Mais en tout cas, oui, ça n'arrivera jamais, puisqu'il y a une telle réécriture de l'histoire qui est faite que cette mémoire ne peut vivre que dans certains milieux politiques. Vendry de Guerpel, un mot là-dessus sur l'effacement de l'histoire, puisqu'on peut en parler. Oui, ce qui est sûr, c'est que déjà, c'était une défaite qui était terrible pour nous, Français. Donc, c'est ce que disait Geneviève de Galard, quoi. C'est le courage qui a sauvé l'honneur. Mais aujourd'hui, on n'a pas envie de revenir sur ces défaites-là. Je crois que c'est la dernière grande bataille que la France a menée, si je me trompe, dans l'histoire. Et donc, c'est sûr que c'est dur de revenir sur ce moment-là. Et aujourd'hui, oui, je pense qu'il y a aussi un problème de fierté aussi. On n'arrive plus à être fiers de nos ancêtres, on n'arrive plus à être fiers des batailles que la France a menées. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. Justement, c'est la réécriture de l'histoire dont parlait Rémi tout à l'heure. Rémi Carlu, c'est fort dommage parce qu'il y aurait beaucoup de... Si vous voulez, si on a aussi fait ce dossier, c'est évidemment pour leur rendre hommage, pour raconter cet événement inouï, mais aussi pour parler des leçons qu'il y a à en tirer et dire que ces gens ne sont pas morts pour rien, parce qu'en fait, depuis leur sacrifice et leur fosse de Dien Bien Phu, ils nous donnent des leçons inouïes de camaraderie d'abord, puisqu'ils sont morts pour les copains. Il faut voir que jusqu'à la fin, même quand on sait que le camp va tomber, il y a des militaires qui s'engagent pour être parachutés, des gens qui n'ont jamais utilisé un parachute et qui vont sur place alors qu'ils savent que c'est fichu. Donc des leçons de camaraderie qui sont inouïes et qui feraient évidemment beaucoup de bien à notre époque hyper atomisée, individualisée, où le lien social c'est beaucoup délité. Des leçons de patriotisme, là c'est une évidence absolue. Encore une fois, je reviens sur le fait qu'il y avait beaucoup d'étrangers aussi qui sont morts à Dien Bien Phu, qui sont morts parfois pour un pays qu'ils n'ont jamais vu, ce qui est une leçon magnifique, quoi, de français par le sang versé, vraiment. Et puis une leçon d'honneur. C'est-à-dire que au-delà de la mise à mort physique, il y a des choses plus grandes et des valeurs plus grandes pour lesquelles le sacrifice vaut. Et ça sont des leçons qui sont devenues inaudibles pour notre époque, alors que ça nous ferait le plus grand bien de les méditer. On va revenir un petit peu sur l'histoire, qu'il s'agisse de Dien Bien Phu, donc en 1954 ou bien plus récemment de la fin de la présence française en Afrique. On remarque a posteriori un décalage entre, au départ, la volonté affichée par le gouvernement français et par la suite les moyens qu'elle donne à son armée pour mener à bien ses ambitions, sans compter les volte-face politiques. Faut-il y voir une irresponsabilité héréditaire des gouvernants français ou bien une incapacité à mener correctement une politique extérieure? Anja Pinault. C'est compliqué en fait. Alors, c'est pour répondre à votre question, il faut remonter assez loin dans l'histoire, mais ce qu'il faut dire, parce que il y avait, c'est pas nouveau, hein, ça existait, même si on regarde le premier empire colonial français avec le Canada. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la France garde en elle ce sentiment d'avoir une mission particulière. Voilà, ça c'est une évidence, que ce soit en Indochine,
voilà, c'était le but de la colonisation. C'était vraiment les Français ont colonisé en bonne partie par idéalisme, contrairement aux Anglo-Saxons qui Mm. plus, beaucoup plus cynique, on va dire. Et donc, le problème de la France, c'est qu'elle a beaucoup d'ambition, elle a envie de se projeter, elle a envie d'avoir une mission, d'exister dans le monde, parce qu'elle est aussi l'héritière d'une histoire particulièrement glorieuse. Mais le problème, c'est que voilà, donc cette pulsion existe d'intervention. Mais le problème, c'est que la France du XXe siècle et du XXIe siècle n'est plus la France du XVIIe. Et donc, ce désir est confronté à la réalité des moyens français. Et clairement, en Indochine, typiquement, la guerre coûtait beaucoup trop cher pour l'État français. C'était à la fois d'un point de vue humain et d'un point de vue financier. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, on veut se lancer dans des opérations, parfois sans but précis. Hein, parce que par exemple, si on parle de l'Afrique et de Barkhane, on ne savait plus vraiment ce qu'on y faisait au bout d'un moment. C'est-à-dire que chasser les djihadistes dans un terrain, dans un territoire qui est grand comme l'Europe, c'est pas facile. Mm. Donc voilà, il y a un problème de moyens, il y a un problème de déséquilibre entre les moyens et l'ambition, et il y a un problème d'objectif aussi. Et la guerre d'Indochine, c'était pareil, c'est-à-dire qu'il y a un problème de clairvoyance. Qu'est-ce qu'on faisait en Indochine? On passe dans la mesure où l'indépendance avait été accordée aux pays qui constituaient l'Indochine. Qu'est-ce qu'on y faisait? On combattait le communisme, on combattait pour défendre l'influence française. Donc voilà, il y a un problème aussi de clairvoyance Mm. Vous parliez de pulsion idéaliste et Rémi Carlu, vous parliez aussi de ces valeurs qu'on pouvait tirer, ces leçons qu'on pouvait tirer de Dien Bien Phu. Moi, je vais revenir à d'autres batailles, d'autres grandes batailles qu'ont connues l'histoire. Les Thermopyles au 5e siècle avant Jésus-Christ, Cameron en 1863, Dien Bien Phu donc en 54, plus récemment même Mariupol, pourquoi pas en 2022. Donc on ne compte plus ces batailles où des hommes sont sacrifiés volontairement pour un pays, un empire, une cause. Alors est-ce inaliénable à notre condition ou faut-il que cela cesse car le sang des héros se fait désormais trop rare? Rémi Carlu. C'est une condition, à mon avis, logique et inaltérable. À partir du moment où des communautés humaines se forment et se frictionnent avec leurs voisines, il y a nécessairement des batailles, donc des gagnants et des perdants. Moi, encore une fois, ce que vraiment on a voulu dire, c'est que même si c'est une défaite, il y a des défaites qui sont glorieuses, il y a des défaites qui sont des victoires et des victoires à la Pyrrhus. Et évidemment, cette défaite-là est assez terrible parce que c'est la fin de l'Indochine française. Ça enclenche un mouvement qui avait déjà démarré, certes, mais qui va mener à l'indépendance de l'Algérie, à la fin du colonialisme, etc. Donc c'est la fin d'une promesse française, ce que Julien Freund avait appelé dans un livre la fin de la Renaissance. C'est vraiment la fin d'une époque où l'Occident doit faire ses bagages et rentrer chez lui parce qu'il n'a plus rien à promettre au monde. Voilà. Ange Apinot. Oui, Est-ce que le sang des héros doit continuer de couler? c'est primordial, évidemment. Non, mais il faut, enfin, je veux dire, dans tous les cas, c'est pas une question d'il faut, c'est que ça fait partie de, effectivement, le fait de vouloir se sacrifier pour des valeurs supérieures, enfin, qu'on estime supérieures, ça existera toujours, ça fait partie de la nature humaine. Donc, après, peut-être que l'Occident, enfin, peut-être, c'est une évidence que l'Occident a un problème aujourd'hui et a porté la vie en tant que valeur supérieure. Et peut-être que l'Occident a du mal à considérer aujourd'hui qu'il vaut la peine de mourir mais c'est un problème conjoncturel. Je crois que la nature humaine n'est pas faite de cette manière-là. Vendry de Guerpel, il nous reste quelques secondes. J'aimerais bien citer le petit poème de Pascal Bonetti. Qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense, mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé, n'est pas cet étranger devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Et je pense que c'est la promesse de l'armée française, et de la Légion étrangère en particulier, c'est qu'on peut devenir français et appartenir à cette communauté française, cette belle histoire de France. Et lorsque on est capable de donner son sang et sa vie
le sacrifice ultime finalement pour son pays, et c'est ce qui est le plus beau en tout cas. Bon, on va finir sur ces quelques vers, c'est une bonne façon de conclure. Merci Vendry de Guerpel, merci aussi à Anja Pinault et Rémi Carlu d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes tous les 3 journalistes au magazine L'Incorrect, dont la une du numéro d'avril est consacrée au 70e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu. Chers auditeurs, on vous invite à vous procurer ce magazine en kiosque ou bien le commander sur le site internet de L'Incorrect. Vous ne le regretterez pas, et puis ce sera une forme d'hommage.